Le vivre ensemble, à quoi ça vous fait penser? Personnellement, j'imagine ça un peu comme une boîte de Smarties. Vous savez, les petits bonbons? Il y a les rouges, les jaunes, les verts. Moi, c'est mes préférés. Mais je suis pas mal certaine s'il y avait que des verts, je serais tannée d'en manger. Donc les Smarties, c'est bon parce qu'il y a des rouges, des jaunes, des oranges. C'est la diversité des couleurs qui rend l'expérience si plaisante et amusante. Eh bien, c'est pareil pour nous, les humains. Bien que pas si simple d'approcher l'autre pour certains, le mélange de tous est souvent riche et productif pour nous tous. Cependant, un problème s'impose parfois. Comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble dans toute cette diversité? Comment aller à la rencontre de l'autre? Cet autre qui écoute du Céline Dion quand on aime le métal? Ou encore cet autre qui est extraverti quand on est introverti? Ou comment ne pas pogner les nerfs en jasant avec une personne dont les opinions sont à l'opposé des nôtres? Est-ce qu'il existe des moyens d'apaiser et de donner du sens à nos échanges? C'est tout l'objectif de cet épisode, vous dévoiler les solutions pour faciliter le vivre ensemble. Aujourd'hui, plus que jamais avec ce que nous traversons, l'ère est à la coopération. L'on ne doit plus se battre pour avoir raison et montrer que nous sommes meilleurs, mais pour réfléchir à créer un monde meilleur ensemble. Je m'appelle Pauline Laverne, bienvenue dans C'est dans ta tête, le balado de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches qui vous soutient et vous outille avec expertise et bienveillance dans l'élaboration d'une santé mentale florissante. Belle écoute! Bon, eh bien, le vivre ensemble, c'est un sujet dont on entend parler depuis plusieurs années maintenant, qui est au plus au cœur de l'actualité ces derniers mois, où il a fallu concilier toute une panoplie d'affaires dans des conditions pas toujours faciles, qui peuvent être susceptibles de conflits avec les gens qui nous entourent. Alors aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on discute comment ensemble on peut façonner un monde où il est possible de mieux vivre ensemble. Puis ça, c'est pas forcément évident, car aujourd'hui, c'est difficile de se forger une opinion, on va dire, face à la variété des points de vue et des nombreuses oppositions sur les moyens de comment vivre ensemble puis pourquoi. Alors, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair sur cet enjeu, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Sébastien Hiergeau. Bonjour à toi. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, tu es professeur de philosophie à l'école secondaire Les Aides-Chemins. Est-ce que tu voudrais nous en dire un petit peu plus sur toi? Je suis professeur de philosophie à l'École secondaire des Aides-Chemins. C'est dans un programme particulier où les élèves ont à faire la pratique du dialogue philosophique. Alors, c'est pas vraiment l'apprentissage des philosophes, mais c'est apprendre à penser par et pour soi-même dans le dialogue avec les autres. Ça fait plusieurs années que j'enseigne ce cours-là et un cours qui se répand de plus en plus, qui est intégré, entre autres, une façon qui est intégrée dans les cours d'éthique et culture religieuse, qui prend de plus en plus de place dans le monde de l'éducation. C'est très intéressant, puis tu auras l'occasion de nous en dire un petit peu plus au cours de notre entrevue. Alors, pour commencer, Oui. à rentrer dans le vif du sujet, je pense que ça peut être important de définir déjà qu'est-ce que c'est le vivre ensemble, hein, parce que c'est une expression un petit peu fourre-tout, où on a du mal un peu à savoir qu'est-ce que ça veut dire, on n'est pas toujours d'accord. Donc, est-ce que tu pourrais essayer de nous clarifier en nous donnant quelques définitions ou nommer au moins les valeurs qui en ressortent? Oui, je peux très bien. En fait, le concept de vivre ensemble, c'est pas un concept qui est nouveau, même si on l'appelle vivre ensemble aujourd'hui. C'est un concept qui est là depuis euh, des milliers d'années. Même Aristote en a déjà parlé à plusieurs reprises. Entre autres, il disait, puis là, ça fait écho avec ma pensée à moi aussi. Aristote disait que l'humain est naturellement un animal politique. Ça veut dire que, en fait, naturellement, ça veut dire que ça fait partie de lui. Il n'y a pas le choix de faire partie d'un ensemble pour être capable de survivre. Par exemple, si on prend un humain qui est laissé dans la forêt, ben, il ne sera pas capable de survivre. Alors, il y a besoin de la collectivité, de la communauté pour être capable de survivre. En ce sens-là, le fait aussi qu'il soit un animal, ben, c'est qu'il y a des pulsions, des comportements qui le déterminent et qui vont le définir. Et la politique, si je reviens toujours à la définition d'Aristote, et la politique, ben, c'est l'ensemble des interactions qui vont nous permettre de nous élever en tant qu'individus au-dessus de ces pulsions-là et ces comportements-là qui nous déterminent. Fait que c'est l'ensemble des mécanismes qui vont nous permettre de nous organiser entre nous pour être capable de développer finalement notre nature humaine. Fait que si je reviens au vivre ensemble, je le concevrais comment? Ben, on pourrait dire que vivre ensemble, ça vient de la nécessité de s'organiser pour permettre à chaque individu de se réaliser dans leur nature ou dans leurs possibilités. Alors, c'est vraiment l'idée d'organisation pour permettre aux individus de devenir qui ils veulent devenir ou ce qu'ils Hmm. peuvent devenir.
Puis si j'entends finalement, c'est comme si ensemble on était plus forts aussi, là, dans le sens où dans le Exactement. temps. Alors, vivre ensemble, c'est ça, le vivre ensemble, c'est ce qui nous permet de collectivement nous permettre de nous développer individuellement. Alors, c'est grâce aux autres, grâce à la vie et à l'organisation qu'on a ensemble qu'on peut se développer nous-mêmes en tant qu'individus. Donc il y a beaucoup de bénéfices à vivre en société, même si on peut y voir un petit peu les inconvénients, là, on Oui, tout à fait. comprend que et justement, qu'est-ce qui fait qu'on a plus ou moins de mal à vivre avec les autres ou à accepter la différence? Tu dis que ça fait partie de nous. Pourquoi est-ce qu'on a de la misère à vivre ensemble dans notre société? Ben, je pense qu'il y a différentes choses qui font qu'on a de la difficulté à accepter les autres et à vivre en société. Ben, premièrement, je pense que ça a beaucoup rapport avec notre capacité à gérer nos émotions. Alors, souvent, on va avoir des sentiments qui vont émerger dans nous, qui vont bloquer nos relations avec les autres ou qui vont nous amener des comportements qu'on ne s'attendait pas. Alors, une des raisons pour lesquelles on a difficulté à vivre avec les autres, accepter la différence des autres, ben c'est souvent un sentiment d'incompréhension qu'on peut avoir face à cette différence-là, face à l'autre, qui peut nous amener de la peur, de la haine, mais qui va aussi nous mettre face à notre ignorance. Fait que l'autre peut être une atteinte ou une menace à notre identité personnelle ou collective si on est dans un petit groupe. En ce sens, ça peut être difficile de vivre avec l'autre. On peut avoir la difficulté à le tolérer parce qu'on le sent comme une menace ou on le sent comme quelque chose de différent. Mais en plus de ça, je pense qu'il y a l'ignorance aussi qui rend les choses difficiles. Le fait de ne Mhm. pas connaître l'autre, de ne pas aller à sa rencontre, va aussi être un frein à cette capacité à vivre là ensemble, à, euh, à échanger, à construire ensemble quelque chose de plus fort. J'ajouterais peut-être une troisième chose. Souvent, qu'est-ce qui va faire que c'est difficile? Ben, c'est que notre intérêt personnel va passer souvent avant l'intérêt collectif ou l'intérêt des autres. Alors, si je veux faire passer mon intérêt personnel avant l'intérêt des autres, ben, c'est sûr que je vais avoir de la difficulté à vivre avec les autres parce que l'autre va toujours être une menace ou quelque chose qui peut m'empêcher de me développer ou devenir qui je peux être. Alors ça, c'est une conception qu'on peut avoir ou une impression, une impulsion qu'on peut avoir qui peut vraiment être un frein au vivre ensemble ou à l'acceptation de la différence qu'on peut avoir avec les autres. Mhm. Et puis, est-ce que ça peut venir aussi d'un manque de sens aussi qu'on a perdu? Tu parlais tantôt que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, le vivre ensemble, mais on dirait qu'aujourd'hui, on a perdu un petit peu le sens de la vie en collectivité. Je peux entendre par là que on a perdu un petit peu les valeurs que tu parlais OK. au début, parce que maintenant, on est très différents, on va être très catégorisé en fonction de notre génération, nos classes sociales. Donc, qu'est-ce qui fait au final que on a un petit peu plus de mal à comprendre ou à s'investir là-dedans? On ne voit pas forcément d'intérêt à vivre avec tout ce monde. Je pense une des raisons, c'est beaucoup l'individualisme. On est dans une société très individualiste, un peu comme je disais, où ce qu'on regarde en premier, ben, c'est mes besoins, c'est mes intérêts, c'est mes rêves. Puis ceux des autres vont être considérés souvent comme une menace à ce que je peux faire. Parce que si l'autre réalise son rêve, ben, moi, je peux peut-être pas. Puis dans notre conception qu'il faut avoir plus, 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 ben, en ce sens-là, l'autre est souvent une menace. Ça nous fait oublier que on fait un peu comme on dit un peu plus tôt, c'est grâce aux autres qu'on peut réussir à s'épanouir. Si je suis seul, ben je peux pas m'épanouir. Alors, on oublie souvent ça que euh, je peux répondre plus facilement à mes besoins, à mes intérêts, à mes rêves, grâce aux autres, parce que les autres sont là pour m'accompagner puis le faire. Euh, parce que les autres, quand on est ensemble, on peut s'organiser pour euh, mettre en place des moyens, mettre en place des contextes qui vont nous permettre justement de pouvoir avoir plus que si j'avais été seul, avoir de, de, de m'épanouir davantage que si je pense seulement à ma personne à moi. En ce sens-là, c'est pas facile dans un contexte d'individualisme d'être capable de reconnaître que l'autre ben, peut contribuer à ce que je suis. C'est pas facile de reconnaître l'autre dans sa dignité puis dans son altérité comme quelqu'un qui peut m'apporter et qui peut être complémentaire à moi. En ce sens-là, l'individualisme, je pense que c'est vraiment un problème qu'on a dans notre société. On perd justement ce sens-là de la collectivité, comme tu peux dire, parce qu'on se concentre sur nous, puis on voit pas
l'apport des autres pour notre propre personne. Alors, ça marche pas juste dans un sens, ça doit marcher dans les deux sens. Moi, j'apporte à la collectivité et la collectivité m'apporte aussi. Alors, c'est grâce à cet échange-là que je peux devenir ce que je suis et que la société peut prendre la forme qu'elle a. Alors, c'est par mon implication dans la société et c'est parce que la société me permet d'avoir un contexte par rapport à ça. Puis, je dirais peut-être qu'il y a un deuxième facteur aussi qui amène cette difficulté-là à reconnaître l'importance de la collectivité, mais je pense que c'est un peu notre ignorance. Tu sais, on a l'impression souvent qu'on sait tout, mais que dans le fond, on ne sait pas grand-chose. Tu sais, on a l'impression qu'on a des idées très arrêtées sur plein de choses, mais qu'en réalité, on n'a pas vraiment la connaissance des choses où on pense qu'on le sait, mais on ne le sait pas vraiment. Puis euh, ça amène des erreurs dans nos relations, ça amène des erreurs dans notre façon de vivre qui peut justement nuire à notre vivre ensemble. On a juste à penser à toutes les fausses nouvelles qui passent sur Internet ou sur les médias sociaux. Si Mhm. on ne prend pas le temps de réfléchir et d'essayer de savoir vraiment ce qui se passe puis de comprendre notre société et la réalité, ben c'est sûr que ça devient difficile de vivre ensemble. Si on accepte des idées préconçues, des idées qui nous sont déjà données sans justification, c'est sûr que le vivre ensemble va être difficile parce que là, on va se camper dans nos idées, puis on va se camper dans cette ignorance-là, puis on sera plus capable de rentrer en relation avec les autres. Fait que je pense que c'est deux éléments qui nuisent, vraiment l'individualisme et notre ignorance par rapport aux autres et par rapport à notre société. Donc, pour apprendre à mieux vivre ensemble, il faut vraiment prendre le temps d'aller s'informer, puis d'aller Mhm. aller à la rencontre de l'autre pour essayer de connaître comment il est, comment il vit. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir plus facilement accepter la diversité. Puis Euh, est-ce que justement on peut l'apprendre ça parce on disait que c'était quelque chose, on va dire d'inné là, qu'en tant qu'être humain, on est des êtres sociaux, donc on a besoin de vivre ensemble pour survivre. Mais là, on voit qu'on peut l'avoir perdu au cours du temps. Donc, est-ce qu'il y a des outils qui nous permettraient de réapprendre à vivre ensemble? Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est dans nous, mais je pense que c'est pas quelque chose d'inné, le vivre ensemble. C'est quelque chose qu'on apprend à vivre ensemble. L'exemple, ben, c'est que tu vas d'une société à une autre, puis le vivre ensemble va être différent. On va aller Mhm. en Thaïlande, le vivre ensemble va être complètement différent du Québec. Alors, ça montre que c'est quelque chose qui est appris, qu'on va développer. Ce qui fait que l'éducation va avoir une influence super importante dans le vivre ensemble. Alors, une société qui va mettre de l'avant plus de violence, ben, il y a des risques que ce soit une société qui soit plus violente. Si d'autres, ils mettent des interactions où c'est le dialogue qui est placé au centre des interactions, ben, on va avoir une société qui va avoir des échanges plus harmonieux. Alors, en ce sens-là, je pense que oui, ça s'apprend. Puis, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer ça? Je pense qu'il faut mettre en place des interactions qui vont permettre justement de vivre ensemble, des interactions qui vont permettre d'avoir du dialogue, où on va pouvoir échanger, où on va pouvoir partager, des interactions qui vont nous permettre de travailler sur la cohésion, d'avoir un projet commun, une coélaboration d'une société. Alors, c'est vraiment en ce sens que je pense qu'on peut travailler sur le vivre ensemble. Puis déjà, chez nos jeunes, là, j'entendais que tu pratiques la philosophie Ouais. avec les jeunes. Donc, est-ce que ça a un impact vraiment en termes de, quand ils vont grandir? Est-ce que tu vois déjà des effets sur les jeunes d'aujourd'hui? Oui, vraiment, la pratique du dialogue philosophique, la pratique de la philosophie, je vois plusieurs impacts. Entre autres, mais premièrement, grâce au dialogue. Euh, le dialogue place les individus en relation. Alors, plutôt que de les diviser comme l'individualisme peut faire, ben, le dialogue, au contraire, il va les mettre en relation. Ça va briser l'individualisme, ça va nous forcer à être en relation avec les autres. Et déjà, le dialogue amène déjà cette première étape-là. Ensuite, ça nous force à nous connaître et à mieux nous comprendre. Parce que quand je suis en dialogue avec les autres, ben, je dois être capable d'identifier plus clairement, ben, qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je pense, quelles sont mes idées pour être capable de bien l'exprimer aux autres. Puis, si c'est pas clair, ben, les autres vont nous questionner et ils n'auront pas le choix de nous questionner nous-mêmes par rapport à ça. Alors, le dialogue nous amène nous aussi à mieux nous connaître comme personne. Euh, puis, je pourrais même dire que le dialogue, en plus de nous permettre de mieux nous connaître, nous permet de mieux reconnaître l'autre. Mhm. Parce que quand je suis en dialogue avec lui, ben, je vois qu'est-ce que j'ai de semblable avec lui, qu'est-ce qui nous lie ensemble, puis je vois aussi que
les différences que je peux avoir avec lui, c'est pas une menace, mais au contraire, ça va être quelque chose qui va être complémentaire à moi, qui va me permettre d'aller chercher plus. Fait en ce sens-là, le dialogue, il est super important. Puis en plus, quand on est en dialogue, ça nous permet de construire quelque chose ensemble de commun. Si je parle jamais à personne, puis je suis toujours dans mes petites affaires, ben je peux très bien faire des plans pour moi, mais ça ne permet pas de vivre ensemble. C'est des plans pour moi. Alors que si je suis en dialogue, ben, si je suis en relation avec les autres, ben là, ça me permet de construire quelque chose avec les autres. Fait que ça, je pense que c'est la première chose. Deuxième chose, dans la pratique du dialogue philosophique, est vraiment développer l'esprit critique. Alors, c'est vraiment ça le but du dialogue philosophique, c'est d'amener les jeunes à penser par et pour eux-mêmes, à être capable de dépasser la simple opinion, de reconnaître leurs préjugés, leurs présupposés qui vont justement être derrière leur opinion. Fait que si déjà les jeunes sont capables de se questionner sur quels sont mes préjugés et mes présupposés pour ensuite, quand je rentre en relation, ben, je ne suis pas dans l'opinion tout de suite avec les autres. Déjà, ça l'aide pour vivre ensemble. En plus, la pratique de la philosophie amène les jeunes à appuyer leurs idées et leurs actions sur des raisons qui doivent systématiquement réévaluer selon le contexte avec les personnes avec qui elles sont, parce que ça va toujours changer d'un contexte à l'autre. Alors, ça les amène à, bon, ben, si je suis dans tel contexte, ben, peut-être que ce que je pensais ou ce que je faisais, ça ne s'applique pas de la même façon que dans tel autre contexte avec telle autre personne. Alors, ça force à réévaluer et à voir. Et cette réévaluation-là, en philo, ce qui nous aide aussi, c'est qu'on l'appuie sur des critères qui sont directement liés au vivre ensemble et au bien commun. On peut penser à, ben, est-ce que c'est juste ce que je suis en train de faire? Est-ce que je respecte l'égalité des autres? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est valide? Est-ce que ce que je suis en train de faire, je pourrais l'appliquer à tout le monde ou c'est juste moi qui en tire profit? Alors, c'est des critères qui amènent à pousser la réflexion puis à se remettre en question. Alors, à être plus ouvert à différentes propositions et pour les évaluer. En ce sens-là, le dialogue et l'esprit critique amènent à être autocritique, à se remettre nous-mêmes en question pour être capable d'avoir des meilleures interactions avec les autres. Si je suis capable de me remettre en question, ben peut-être que l'idée de l'autre peut être intéressante. Peut-être que sa façon de vivre peut être aussi acceptable que la mienne. Alors, ça nous permet de réfléchir par rapport à ça. C'est vraiment le dialogue et développer l'esprit critique qui peut vraiment aider pour vivre ensemble. Donc, quand il y a quelque chose qui nous divise, que ce soit au niveau culturel ou un sujet anodin, mais il faut débattre. Et puis pour Oui, débattre, c'est ça. il faut réfléchir en amont à tout ce que tu viens de dire, à moi au niveau personnel, mais aussi à l'autre, puis à considérer tout ça. Exactement. Alors, il faut vraiment tendre la main vers l'autre pour créer des ponts, pour ensuite ben, que ces ponts-là soient solides, puis voir qu'est-ce qui unit, puis qu'est-ce qui peut être complémentaire dans tout ça. Puis l'important, c'est pas d'essayer de convaincre l'autre, là, mais c'est plus d'essayer de se Non, réfléchir ensemble, comme tu le mentionnais. Puis ça, on parle de la philosophie chez les enfants, mais c'est des choses qu'on peut mettre en pratique aussi en dehors du cadre scolaire, qu'on soit adulte, enfin, je veux dire, peu importe, là, c'est accessible à tout le monde, là. tout à fait. Donc, Je pense que le dialogue et l'esprit critique ne devrait pas être qu'à l'école, mais devrait être dans la vie de tous les jours, devrait être dans l'ensemble de nos interactions avec les autres. Si on veut être capable d'avoir un vivre ensemble qui vise un bien commun, il faut qu'on soit capable dans nos familles, puis ça commence même là, dans les familles, d'être capable de dialoguer en recevant le point de vue de l'autre, en étant capable d'échanger, en étant autocritique, en étant capable de recevoir une critique de l'autre, en étant capable de construire quelque chose ensemble, de se donner des repères, de se donner des critères pour agir et avoir nos positions. Fait que ça commence dans les familles, puis ça s'élargit dans l'ensemble, dans des institutions de la société et dans l'ensemble des interactions, je crois. je suis tout à fait d'accord. Puis, mais je pense que des fois, il y a un frein à tout ça dans le dialogue. C'est, comme tu parlais, nos émotions qui parfois vont prendre le dessus sur notre raison. Donc, quand on va débattre, on va souvent être dirigé, comme tu disais, par nos convictions, par nos valeurs. Puis c'est ça qui va prendre le dessus, ce qui fait que on va plutôt réagir à ce que la personne dit plutôt que d'interagir puis de discuter. Donc, comment on peut prendre de la distance face à l'opinion des autres et à nos émotions qui nous traversent pour pouvoir communiquer respectueusement avec les gens parce que je pense qu'il faut déjà faire ce travail sur soi en amont avant de pouvoir être plus dans le dialogue. Donc, comment dialoguer avec soi-même avant de dialoguer avec les autres, je dirais? C'est en ligne complètement avec ce qu'on disait. Je pense que
Si on dit que l'humain est un animal politique, ben, l'animal, il a toutes ses pulsions, ses émotions qui sont là, qui prennent beaucoup de place, puis qui vont prendre plus de place que la raison souvent. Mhm. Pas que je veux opposer les émotions et la raison, parfois sont vraiment complémentaires, puis ils se nourrissent l'une l'autre, mais apprendre à gérer nos émotions, c'est vraiment important tant dans le dialogue que dans le développement de l'esprit critique parce que c'est la posture qu'on va prendre. Alors, être capable d'identifier les émotions qu'on va vivre, ça, je pense que c'est la première étape. Souvent, on va, les émotions, ce sont des réactions, puis souvent, on va avoir des réactions qu'on ne comprend pas. Alors, être capable d'identifier ce qui se passe juste pour nous. Euh, je vois, je vois quelqu'un sur le bord de la rue, puis il se passe une situation, puis ça me frappe, je deviens en colère. Oui, mais pourquoi ça me met en colère? Qu'est-ce que je peux identifier dans ça qui me met en colère? Bien, ça va faire référence à des valeurs que je vais avoir, à des expériences que je vais avoir vécues. Alors, être capable d'identifier ce qui se passe en dedans de moi, c'est la première étape. Être capable aussi d'identifier, bien, des fois, juste mettre le mot sur la bonne émotion. C'est pas vrai que tout le monde réagit avec agressivité tout le temps. Si je suis agressif, ben, c'est peut-être parce que j'ai eu de l'angoisse avant, peut-être parce que je suis stressé puis je réagis comme ça. Ou c'est peut-être parce que j'ai de l'incompréhension puis que je réagis comme ça. Alors, il y a plein de situations qui vont amener des émotions. Alors, c'est être capable d'identifier ces situations-là pour ensuite le voir. Une fois qu'ils sont identifiés, ben, c'est être capable aussi de voir que c'est pas toutes les émotions qui sont appropriées pour tous les contextes. Si je réagis violemment à une situation qui est stressante, ben, je vais avoir un impact sur les autres autour de moi puis sur le vivre ensemble, c'est certain. Alors que le stress, ben, peut-être que j'ai juste besoin d'en parler pour mieux comprendre et ça va me permettre de gérer différemment. Alors, c'est de laisser venir les émotions. En fait, c'est les approprier dans les contextes qui sont les bons. Puis pour ça, ça prend de la pratique, ça prend de l'échange. Puis il faut le montrer, puis il faut le voir. Puis ça prend aussi un retour sur soi. Il faut être capable de se centrer sur soi, se connaître. Il y a différentes techniques pour ça. On peut juste avoir un journal intime. Il y en a, c'est ça qu'ils vont avoir. Il y en a qui vont pratiquer la méditation, qui vont faire de la pleine conscience, qui vont. Alors, il y a plein de moyens qui nous permettent de nous recentrer sur nous pour comprendre nos émotions et ce qu'on vit, pour ensuite être capable d'avoir des réactions qui vont être plus appropriées dans un dialogue ou pour être capable de réfléchir de façon critique. Alors, être capable de gérer nos émotions va nous aider à vivre ensemble vraiment, vraiment mieux. Donc la clé, c'est vraiment de commencer par les accueillir, puis accepter qu'on est tous vulnérables, on est tous humains, on a tous ces parts d'émotions à l'intérieur de nous. Donc Tout oui, à fait. merci pour tes clés, tes pistes de solutions. Puis Mais justement, c'est pas facile. non, ben non, là, c'est un travail, comme tu dis, de tous les Ça, jours, de puis tous c'est les beaucoup de jours, la tu sais, pratique. on est rendu adulte, puis c'est déjà difficile. Alors, c'est pour ça que je pense que dès la petite enfance, l'idée de discuter puis d'échanger sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit, sur se mettre des mots. Déjà, dès la petite enfance, il faut commencer cette éducation aux émotions-là pour se permettre ben, qu'une fois rendu adulte, on a des outils puis on est capable de faire de façon appropriée. Puis que ce soit pour rendu aussi plus naturel, parce que plus Oui, on oui, apprend tout quelque à chose fait. tardivement, c'est comme apprendre un instrument de musique, plus ça va être compliqué, donc Ouais, effectivement. ouais. Puis j'aimerais ça t'entendre aussi sur tes astuces à toi, personnelles. Quelle piste d'action concrète tu vas mettre en place au quotidien pour assurer un vivre ensemble harmonieux le plus possible avec ton entourage? Mais si on pense que les principaux tu sais, les éléments qui nuisent au vivre ensemble, c'est ben, l'individualisme, l'ignorance, la, le fait qu'on pense tout savoir, ben moi, je pense que une des choses que moi, je recommence. Une des choses que moi, je fais, c'est que j'essaie de rester le plus humble possible. C'est difficile de le faire parce que dans notre société, on essaie, on veut être bon, on veut montrer qu'on est capable et tout. Mais se placer dans une position où on a la vérité, se placer dans une position où on veut tout contrôler, où on veut être parfait, nous met, je pense, dans la difficulté à faire du travail sur soi, la difficulté de se remettre en question. Ça devient difficile d'accepter l'opinion de l'autre, d'accepter la critique de l'autre. Alors moi, j'essaie toujours dans la vie de tous les jours de me dire, ben j'ai probablement pas raison. Essayons de voir ce qui est possible. Alors j'essaie de toujours douter de moi, de toujours me remettre en question pour
pour accueillir la diversité, pour accueillir la différence, pour m'en nourrir, pour me permettre de dépasser ce que j'étais à la base pour devenir finalement plus complet et avoir des meilleures interactions avec les autres. Fait que ça, c'est vraiment une astuce d'essayer de me remettre en question et de douter systématiquement de ce que je peux faire, de ce que je peux penser, de ce que je peux dire. Une autre astuce, c'est vraiment de nommer les choses. Alors, pour moi, nommer et dire les choses, c'est quelque chose de super important. Prendre le temps de les identifier pour moi, mais de les identifier pour les autres aussi. Les autres n'ont pas accès à ce qui se passe dans ma tête. Alors, de nommer, de dire les choses permet aux autres de comprendre ce qui se passe dans ma tête, comprendre mes émotions, comprendre mes réactions, comprendre mes idéaux, comprendre mes perceptions. Alors, ça m'aide pour ça. Et de le faire aussi, ça aide les autres aussi à être à l'écoute de ce que je peux vivre. Et ça m'aide moi aussi à être à l'écoute de ce que les autres peuvent vivre et dire. Alors, de prendre le temps de moi de dire, mais ça me force aussi à prendre le temps d'écouter ce que les autres vont dire pour favoriser les relations harmonieuses. Alors, c'est vraiment me remettre en question et identifier et dire les choses. C'est vraiment les deux choses que j'essaie de faire dans ma vie au quotidien, même si c'est pas toujours facile, parce qu'on peut avoir des réactions, parce que là, on a plein de préoccupations en même temps, mais c'est des fois prendre une petite pause, un petit recul, puis faire OK, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je cherche vraiment ce que je veux? Alors, c'est vraiment ce que je fais, j'essaie de faire le plus possible. Donc, c'est vraiment l'ouverture, vraiment dans son sens large, aussi bien l'ouverture à soi pour accueillir ses émotions, puis avoir un rapport sain avec celles-ci, puis l'ouverture aux autres pour les écouter, puis c'est ça, s'enrichir finalement de tout ce qu'on peut essayer de trouver chez chacun. Effectivement. Donc, bon, merci pour tes astuces. C'était vraiment passionnant, là. Ça m'a fait plaisir Ça de m'a fait discuter plaisir, avec moi aussi. toi. J'espère que ça sera très utile pour les auditeurs qui nous écoutent. Puis peut-être qu'on aura l'occasion de te recevoir une prochaine fois sur un autre sujet. Espérons-le. En tout cas, merci. Je te souhaite bonne continuation. Puis, merci. Oui, à la prochaine. Bye. À bientôt. Bye bye. Bye. Ainsi, pour apprendre à mieux vivre ensemble, il est d'abord nécessaire de se confronter à la pensée de l'autre, d'apprendre à ressentir et à aimer la différence, de développer son esprit critique et sa bienveillance. Cela consiste également à vivre en harmonie avec toutes les facettes de l'être humain, en considérant ce qui influence nos émotions, en apprenant à les accepter, même les plus désagréables, et en découvrant comment celles-ci changent notre façon de penser ou d'agir, tout en veillant à réagir lorsque notre réaction émotionnelle n'est pas utile. La pratique de la philosophie, de l'attention et de la pleine présence sont de très belles approches ou pistes à explorer car elles nous donnent le temps de penser plus et de penser mieux, ce qui amène pour ceux qui en font l'expérience à développer un meilleur jugement sur le monde qui les entoure et, espérons-le, à façonner un monde plus conscient et plus vrai. J'espère que d'autres organismes se laisseront inspirer par ce programme Citoyens du Monde visant à rendre les jeunes plus ouverts à la différence et à la diversité et ainsi plus responsables et engagés dans leur communauté. Et si pour vivre ensemble, l'ouverture d'esprit est fondamentale, l'ouverture à l'autre l'est tout autant. La majorité des personnes qui nous sont les plus proches sont souvent celles qui nous ressemblent le plus et avec qui nous partageons des opinions et des modes de vie semblables. Néanmoins, nous verrons dans la seconde partie de cet épisode que fréquenter des milieux diversifiés peut nous être aussi bénéfique, notamment pour apprendre d'autres manières de faire et de voir le monde. Pour découvrir comment et pourquoi, je vous invite dès maintenant à aller m'écouter parler avec notre seconde invitée sur les forces et les défis du vivre ensemble. Vous découvrirez des conseils concrets et les atouts que la diversité peut nous apporter.